Nous nous sommes établis sur toute la surface du globe. Nous avons pris le contrôle de presque toute la planète et remplacé l'ordre naturel par le nôtre. Mais les découvertes de la science nous ramènent sans cesse à nos origines animales. Nous réalisons qu'avant nous, les premières créatures ont utilisé les mêmes talents et les mêmes pouvoirs que ceux que nous revendiquons aujourd'hui. Cette simple petite créature nous renseigne énormément sur la manière dont nous avons évolué. Quels points communs les humains ont-ils avec cette étrange variété d'animaux? L'évolution, c'est le changement dans le temps. Ce qui me passionne en tant que scientifique, c'est de recouper tous les éléments. L'histoire de l'évolution des vertébrés telle que nous la connaissons aujourd'hui est bien plus complète que celle qu'aurait pu imaginer Darwin. Il aurait été vraiment enthousiasmé de voir ce qui est en train de se passer. Nous allons découvrir d'étranges créatures avec lesquelles nous avons beaucoup plus de points communs que nous aurions pu le croire. Nous allons lever le voile sur certains mystères de l'évolution qui ont permis l'émergence de l'homme. Nous allons tenter de comprendre les secrets de la fabrique de la vie. Depuis l'aube de l'humanité, les hommes cherchent à expliquer leur place dans le monde. Le Kumilupo, un chant ancestral hawaïen, évoque une corrélation et témoigne d'une croyance selon laquelle l'être humain serait relié à toutes les créatures de la terre, de la mer et du ciel. Pourtant, dans notre monde de machines et de technologies, les humains paraissent souvent en décalage avec la nature. Mais le sommes-nous donc tant que ça? Les scientifiques apportent chaque jour de nouvelles preuves de notre parenté avec les créatures les plus élémentaires. Et ces découvertes confirment ces croyances ancestrales sur l'homogénéité de la vie sur Terre. De nombreuses facultés humaines découlent de celles de certains animaux très primitifs. À ce titre, nous devons considérer les éponges comme nos improbables ancêtres. Et même si ces organismes sont apparus il y a 500 millions d'années, nous sommes les héritiers du langage chimique de leurs cellules. Les méduses et les anémones de mer furent les premières créatures à être dotées de muscles et de nerfs. Et elles nous ont légué les plans de base d'une charpente conçue pour la mobilité. Un autre animal aux allures de ver fut lui le premier à développer une tête, un cerveau et à avoir la capacité de se diriger intentionnellement dans son environnement. Grâce à cette mobilité contrôlée, il put se mettre à chasser pour se nourrir et se déplacer pour trouver un partenaire pour s'accoupler. Ces capacités et ces comportements dont nous avons hérité, nous les devons à ce ver primitif. Si de tels animaux constituent notre parenté la plus éloignée, quels autres parents étranges notre album de famille comporte-t-il? La biologiste Linda Holland est sur la piste d'un cousin éloigné. Une piste qui l'amène le long d'une voie de communication moderne. Les camions venant de Tampa, qui passent au-dessus de sa tête, ne rendent pas son terrain de chasse des plus exotiques. La chaussée Courtney Campbell n'est pas un des hauts lieux du tourisme en Floride.
Mais Linda Holland est attirée ici par quelque chose. Elle est à la recherche de créatures aux allures de poissons avec lesquelles nous avons bien des choses en commun. Nous prélevons des animaux sous une chaussée suspendue qui a été construite dans les années 1930 et qui traverse la baie de Tampa. Il arrive que de tels aménagements modifient l'écologie d'un lieu. Dans ce cas précis, la modification écologique a profité à un tout petit organisme, l'Amphioxus ou lancéolé. La création de cette chaussée a modifié le sens du courant. De grandes quantités de sédiments se sont ainsi déposés. Ces hauts fonds sablonneux sont un endroit idéal pour s'abriter des prédateurs. Et les lancéolés représentent 70% de la vie animale que l'on retrouve dans ces sables. Leur corps est minuscule, mais ils recèlent de nombreux secrets. Leurs ancêtres ont apporté une innovation dans le monde animal. Voilà pourquoi l'équipe de Linda Holland fouille le sable. Nous sommes loin des méthodes scientifiques les plus sophistiquées. Mais au milieu des sédiments et de l'eau trouble, se trouve peut-être enfouie une mine d'or d'informations. Dans son laboratoire, Linda est impatiente de découvrir la prise du jour. Voyons ce que nous avons là. On dirait qu'il y a de quoi faire. Cette petite créature nous renseigne énormément sur notre propre évolution. Le mâle et la femelle sont dans des coupelles différentes. Dépourvu d'yeux, d'oreilles ou de mâchoires, cet organisme est des plus rudimentaires. Pourtant, nous avons quelque chose en commun avec lui. Le lancéolé nous renseigne énormément sur notre propre évolution. Il nous intéresse également parce qu'il existe de petits organismes qui lui ressemblent dans les archives de fossiles dont nous disposons. En étudiant le lancéolé contemporain, nous pouvons commencer à élaborer un scénario. Un modèle qui explique précisément comment les vertébrés sont issus de petits invertébrés, comme les lancéolés. Ce fossile est celui d'un animal primitif qui est le sosie du lancéolé. Il s'agit du Pikaia. Il vivait il y a plus de 500 millions d'années. C'est à cette époque que la vie s'est développée dans les océans. Tous les animaux que nous connaissons aujourd'hui ont un ancêtre ayant vécu à cette période, y compris le groupe dont nous sommes issus, celui des chordés. Mesurant à peine quelques centimètres de long, le lancéolé comme le Pikaia sont des êtres minuscules comparés aux hommes. Mais chacune de ces deux créatures dispose de caractéristiques étonnamment similaires aux nôtres. Comme son ancêtre le Pikaia, le lancéolé utilise un système nerveux qui transmet les ordres émanant du cerveau. Il dispose de branchies, tout comme l'embryon humain. Il possède également des muscles segmentés qui lui permettent de se mouvoir. Mais la véritable innovation chez cet animal réside dans cette notocorde, une sorte de tige qui renforce sa structure. Il s'agit tout simplement d'une ébauche de colonne vertébrale. Nos disques vertébraux sont la représentation moderne de la notocorde. Elle nous place dans une catégorie particulière de cordés, celle des vertébrés, dont la colonne constitue la base architecturale. Elle est le centre de l'échafaudage du squelette. À présent, l'équipe de Linda Holland cherche un autre lien entre l'être humain et le lancéolé.
Au plus fort de l'été, la baie de Tampa est le lieu de rendez-vous d'une convention annuelle. Sous la sombre surface des flots, une véritable orgie se déroule. C'est la saison des amours pour les lancéolés. Et l'équipe de Linda Holland drague le fond pour récupérer les embryons. Ces derniers, qui dérivent dans le plancton, sont quasiment invisibles à l'œil nu. Mais les eaux qui les abritent en comptent des millions. L'embryon est un animal en devenir. Il révèle des secrets qu'il est impossible de déceler chez un adulte et qui ne seront pas longtemps visibles. Linda compare les gènes de cette créature à ceux d'autres chordés, dont ceux de l'espèce humaine. Au cours des premières 48 heures, ces embryons vont passer du stade d'œuf, de la taille d'une tête d'épingle, à celui de larve disposant d'une gueule et capable de se déplacer rapidement en nageant au milieu du plancton. En étudiant les gènes responsables de la morphologie de cet embryon et en les comparant à ceux d'animaux situés au-dessus et en dessous dans l'arborescence évolutive, on peut déduire beaucoup de choses quant à l'évolution des formes corporelles. Linda étudie les gènes qui entrent en action au tout début de la vie embryonnaire. La première fois qu'elle a comparé le lancéolé aux vertébrés, elle a fait une découverte fondamentale. Le moment le plus fort a été celui où j'ai identifié le moment précis correspondant à l'activation d'un gène dans le système nerveux du lancéolé. On retrouve ce même déclenchement chez la souris, chez l'homme ou encore chez le poussin. Je me suis dit que c'était une découverte capitale qui allait nous ouvrir un vaste champ d'investigation. Cette découverte signifie que l'on peut envisager qu'une créature proche du lancéolé n'est ni plus ni moins qu'un des ancêtres de l'espèce humaine. Car les mêmes gènes, responsables du développement chez le lancéolé, le sont également chez n'importe quel autre vertébré. Tous les animaux appartenant à cet embranchement sont construits sur la même base que celle du lancéolé. Mais comment sommes-nous devenus si grands, si complexes ? Les vertébrés sont devenus de grands animaux dominants en raison de la multiplicité de leurs gènes, comparée à la faible quantité dont dispose le lancéolé. En termes quantitatifs, ce dernier est comparable au ver de terre, à la fourmi ou à la mouche, tandis que les vertébrés, eux, ont opéré un changement radical. Ils ont multiplié la quantité de leurs gènes. C'est une opération qu'ils ont effectuée à 2 reprises en modifiant leur patrimoine génétique au passage. Ainsi, ils disposent de 4 fois plus de gènes qui vont avoir des relations entre eux et qui vont leur permettre de concevoir de nouvelles structures. La multiplicité des gènes est donc à l'origine des grands animaux. L'abondance des gènes a permis de nouvelles inventions comme les cellules neurales solides. Ces cellules remarquables parcourent l'embryon et permettent la formation de nouvelles structures comme le crâne et les mâchoires. Une fois que les mâchoires se sont développées, les animaux ont cessé de se nourrir de plantes microscopiques pour devenir des prédateurs en mangeant d'autres espèces animales. C'est ce qui leur a permis d'accroître leur taille. Nous sommes donc passés d'un organisme aussi menu que le lancéolé au gabarit d'un éléphant, d'une vache, d'un cheval, d'un lion ou d'un tigre. Bien avant les grands mammifères, les poissons ont été les premiers animaux à disposer de mâchoires osseuses. Dans un monde de créatures invertébrées, ils ont vite prospéré et dominé. L'abondance de gènes est donc un avantage indéniable. Tout en grandissant, le cerveau reste protégé par le crâne. Les poissons deviennent les génies de leur époque. Mais l'évolution n'est pas un long fleuve tranquille. N'ayant pas augmenté leur patrimoine génétique, certains chordés vont suivre un autre courant et vivre des vies radicalement différentes des nôtres.
Fixés au rocher, les tuniciers siphonnent encore laborieusement les eaux pour se nourrir. Ce sont des invertébrés, mais aussi nos parents éloignés. Les salpes sont parmi nos cousins les plus étranges. Petites, elles ont à peu près la taille d'une main. Mais lorsqu'elles se reproduisent, elles se lient et dérivent comme autant de perles d'un collier. Ce nuage diaphane est sécrété par un autre obscur cousin, la larve néoténique. Ces petites créatures vaporeuses et bleutées s'alimentent de minuscules particules de nourriture qui affluent par les murs poreux de l'habitat qu'elles sécrètent. Bien que dépourvu de tête et de mâchoire, cet animal est un vrai prédateur. C'est un tunicier capable de capturer des proies vivantes. Rivé sur place, il déploie son piège au ralenti. Ces animaux élémentaires sont restés dans la mer. Les poissons disposant de plus de gènes sont au sens littéral prêts à effectuer le prochain pas. Un prochain pas de géant. Mais il leur faut autre chose que de fragiles nageoires pour se transporter hors de l'eau. Cambridge, en Angleterre. C'est ici que se trouve le chaînon manquant entre les poissons et l'homme. Jennifer Clack, une paléontologue, a consacré sa carrière à rechercher le premier de nos ascendants à s'être aventuré hors de l'océan. J'étudie les tétrapodes primitifs, qui sont des créatures à 4 membres qui disposent de doigts et d'orteils. J'étudie également la transition qui a mené ces animaux conçus pour vivre dans la mer à gagner la terre ferme. C'est le rêve de tout paléontologue de trouver la forme transitoire entre deux groupes déjà identifiés, l'état intermédiaire qui fait le lien sur le plan anatomique, mais aussi qui permet de comprendre le changement de mode de vie. Nous avons soupçonné l'importance de cette découverte au moment même où nous prélevions ce spécimen, parce que nous distinguions des protubérances dans la roche qui laissaient supposer que ce fossile livrerait d'autres secrets que ceux visibles à l'œil nu. Il y avait notamment des fissures susceptibles de contenir des informations primordiales. Lorsque nous l'avons extrait de son site, ce spécimen était encore pris dans la roche. Il a fallu le dégager millimètre par millimètre. Jennifer Clack et sa collègue Sarah Finney étudie ce fossile depuis des années. Il s'agit d'une sorte de poisson muni de membres. Une créature susceptible de se transporter jusqu'à la terre ferme. Ce spécimen, que j'ai baptisé Boris, peut réellement être considéré comme le chaînon manquant, si ce n'est que nous l'avons retrouvé. Il s'agit d'une forme transitoire entre les animaux dotés de nageoires, que nous appelons les poissons, et ceux qui disposent de pattes, de doigts et d'orteils, que l'on appelle les tétrapodes. Nous sommes des tétrapodes. Boris a marché sur le fil du rasoir entre poissons et nouveau genre animal. Nous avons un crâne,
qui est relié à une colonne vertébrale qui traverse cette courbure comme ceci et qui va jusqu'à la queue ici. Et il y a là un membre, un des 4 membres, avec ses doigts ou orteils. Bien qu'on en dénombre 8 sur chaque membre, Boris dispose d'une version primitive de doigts et d'orteils. Nous avons d'autres points communs avec cette créature. Si on observe l'arrière du crâne, on remarque une structure rigide ici et là. Et si on retourne le crâne, on aperçoit comme une tige rainurée. Cela suppose qu'il devait y avoir comme une artère qui cheminait le long de ce sillon, qui alimentait les branchies avec du sang afin que ce sang puisse s'oxygéner. Ce facteur suppose que l'animal respirait encore à travers ses branchies. Il devait quand même avoir des poumons, comme la plupart de ces poissons primitifs. Mais cet animal utilisait aussi bien ses poumons que ses branchies, à la différence des tétrapodes apparus plus tard, qui eux n'ont plus besoin de branchies. Cette créature pouvait donc respirer aussi bien l'oxygène de l'eau que celui de l'air. Boris représente un stade intermédiaire de l'évolution, bien que son espèce ait disparu. J'aime chercher et comprendre ce qui est arrivé aux animaux. Le plus frustrant pour les paléontologues, c'est de se dire qu'il est impossible de remonter dans le temps avec une machine et de se transporter jusqu'à l'ère du Dévonien pour observer la réalité. Je ne saurais jamais de quelle couleur étaient ses yeux, par exemple. Mais je m'efforce de comprendre ce qu'était la vie et comment réagissaient les animaux en ces temps très anciens. Pour Jennifer, l'île de Valentia, située au large de la côte ouest de l'Irlande, est une sorte de machine à remonter le temps. On y a découvert des empreintes primitives de pas, les traces des tout premiers déplacements. À quelques centaines de mètres, au bord de l'eau. Elles sont là-bas. Elles sont juste là. Sur le rocher plat qu'on distingue bien. Jennifer a consacré des années à déchiffrer les fossiles. Elle effectue ici un peu comme un pèlerinage. Elle veut savoir si ces empreintes peuvent lui révéler la manière dont se déplaçaient nos premiers ancêtres membrés. Voici d'autres traces assez différentes, plus espacées. Et ici, on a tout un cheminement qui traverse la dalle. Qu'est-ce qu'on a comme mesure ici? L'identité de l'animal qui a laissé ces traces reste un mystère. Mais les nombreuses empreintes permettent à Jenny de spéculer sur ce qu'il faisait sur cette étendue boueuse, quelques millions d'années plus tôt. C'est comme si on se repassait l'enregistrement d'une séquence qui s'est déroulée il y a 370 millions d'années et dans laquelle on verrait ce que faisait cet animal à l'époque. Ces petits pas sont les stigmates d'une gigantesque révolution de la vie sur Terre. Nos ancêtres viennent de prendre pied sur la terre ferme. Et pour la première fois, notre album de famille s'enrichit de créatures qui rampent, marchent à 4 pattes ou galopent au bord de l'eau. La terre ferme, un nouveau monde à conquérir. Abandonnant leur paisible vie sous-marine, les animaux doivent s'adapter à un environnement étrange et hostile. Ils sont venus, ils ont vu et ils ont vaincu. Certains de ces premiers conquérants ne sont ni plus ni moins que des poissons hors de l'eau. Les varans d'aujourd'hui nous montrent comment les reptiles, désormais équipés de mâchoires et de pattes, ont prospéré sur la Terre.
Leurs membres puissants en ont fait des véhicules tout-terrain. Ils peuvent même se reproduire sur la terre ferme en pondant des œufs qui constituent de véritables garde-manger pour les jeunes progénitures. Peu d'obstacles résistent aux reptiles affamés. Certainement pas les arbres. Ces animaux peuvent saisir des proies haut perchées ou encore de petits mammifères. Avec le temps, ces reptiles vont finir par atteindre des tailles imposantes. Toujours à l'affût de leur prochain repas, aucun terrain leur est inaccessible. Quitte à retourner dans l'eau pour y trouver une proie. Un autre groupe de reptiles va se distinguer dans l'arbre de l'évolution et trouver un nouveau moyen de se déplacer. Ces animaux ont abandonné la faculté de se mouvoir sur pattes. Ils rampent. Le cobra royal demeure un adversaire assez redoutable pour n'importe quel prédateur, y compris pour le varan. Bien qu'ils ne disposent pas de membres, les serpents ont leurs propres armes secrètes. La principale étant leur mâchoire. Aucune autre créature n'est capable de réaliser ce que le serpent fait avec sa gueule. Dépourvu de membres, il lui faut pourtant saisir, maîtriser, tuer et manger sa proie. Le régime alimentaire du cobra royal est surtout constitué d'autres serpents, comme ce serpent ratier. Le venin du cobra est fatal et immobilise rapidement sa victime. Une seule morsure suffit. Le cobra n'a plus qu'à maintenir l'étreinte et laisser le poison agir. Si nous devions manger sans l'aide de nos mains, le spectacle serait affligeant. Mais la mâchoire du serpent est un outil hors pair. Ses dents incurvées lui permettent d'engloutir sa victime directement jusque dans l'estomac. Le cobra est prêt pour la sieste. Elle va durer des jours, le temps de la digestion. Les membres de notre album de famille ont développé une multitude de morphologies. Le crâne et les mâchoires sont parmi les innovations les plus élaborées de la nature, et elles comptent un incroyable récit. Mais si la taille est le critère absolu, il est un groupe d'animaux qui surpasse tous les autres. Les dinosaures sont les plus grandes créatures à avoir peuplé la planète. Tout comme nous, ils ont hérité des gènes du petit lancéolé. Et aussi de l'appétit des reptiles. Certaines espèces de dinosaures n'ont fait que grandir au fil des millions d'années. Mais comment y sont-ils parvenus ? Lorsqu'on observe le squelette d'un Apatosaurus, on a le sentiment de contempler un organisme d'une conception exceptionnelle.
Son cou est comme un pont suspendu entre sa tête et sa queue, et dont la structure est capable de supporter un poids colossal. Pour pouvoir supporter une telle masse, les pattes sont conçues comme les colonnes d'un temple grec. C'est une machine à dévorer, dotée d'une cage thoracique gigantesque qui accueille un estomac et des boyaux énormes. C'est une expression incroyable de la complexité de la nature. Les dinosaures expriment plusieurs tendances différentes communes à l'ensemble des vertébrés. L'une de celles-ci est le gigantisme. Pour être un géant, il faut que le corps puisse être un support, sinon vous n'êtes qu'une baudruche remplie d'eau. Les grands espaces du Montana ont autrefois abrité des dinosaures. C'est ici que la paléontologue Christy Curry Rogers recherche des fossiles de lézards tonnerres. Christy soupçonne ceci de contenir des indices qui lui permettraient de connaître la taille des dinosaures. Pendant longtemps, l'idée prédominante était que les dinosaures mettaient une centaine d'années pour atteindre leur taille adulte et parfois même 120 ans. J'ai orienté mes recherches sur la manière dont ils grandissaient et j'ai découvert que la réalité était tout autre. L'os est un incroyable matériau de construction. Parce qu'il s'agit d'un tissu vivant, il peut répondre à une surcharge pondérale en s'épaississant et en se développant. Mais les os de la plupart des reptiles modernes se développent lentement, ce qui a poussé les scientifiques à déduire que c'était aussi le cas chez les dinosaures. Christy Curry Rogers pense différemment. Il y a une bonne raison évolutive qui justifie une croissance accélérée. Une jeune et petite créature qui détale systématiquement pour échapper aux prédateurs afin de survivre n'a d'autre alternative que de grandir pour se maintenir en vie. Il faut une croissance accélérée pour échapper aux prédateurs, atteindre rapidement la taille adulte et la maturité sexuelle pour se reproduire et transmettre son patrimoine génétique. Afin de déterminer leur rythme de croissance, Christy Curry Rogers fouille au cœur même des ossements. Elle constate que les os, comme les arbres, conservent un historique détaillé de leur croissance. On peut se faire une idée de l'apparence de l'animal en contemplant la surface d'un os, mais pour être en mesure de lire l'histoire de la vie d'un être, il faut chercher en profondeur. Lorsqu'on veut étudier un os de dinosaure au microscope, la première étape consiste à prélever un morceau de l'os lui-même. On prend généralement un fragment situé au centre, puisque c'est à partir de là que va s'effectuer la croissance osseuse, et donc celle du dinosaure. Christy effectue une coupe transversale afin de récolter une fine lamelle osseuse. L'épaisseur de l'échantillon est de l'ordre d'un dixième de millimètre. Cette lamelle constitue une véritable fenêtre sur le passé. Après des heures de préparation, de polissage et d'un minutieux travail d'artisan, on obtient finalement cette magnifique coupe d'un os de dinosaure. La première fois que vous étudiez un tel échantillon au microscope, vous devenez la seule personne à pénétrer l'intérieur de cet os et à lire l'histoire qu'il raconte. Vous obtenez un instantané de tout ce qui s'est produit durant la croissance de cet animal jusqu'à sa mort. Cet instantané montre des agencements lumineux dans les os et révèle des motifs formés par les vaisseaux sanguins. Si la taille, la forme et l'emplacement de ces motifs sont uniformes, on peut en déduire que l'animal aura connu une croissance lente. Mais ceux qui apparaissent ici sont au contraire chaotiques. Leur taille et leur forme sont dissemblables, leur positionnement irrégulier. En observant une chose aussi élémentaire que la disposition des vaisseaux sanguins, on peut en déduire que les dinosaures grandissaient beaucoup plus vite que les reptiles contemporains comme les crocodiles, les lézards et les serpents.
Il faut imaginer un dinosaure issu d'un œuf à peine plus gros qu'un pamplemousse et capable de se développer au point de devenir un animal aussi gigantesque en à peine quelques 10 ou 12 années. Le squelette reconstitué que l'on aperçoit ici et l'importance des vascularisations sanguines et nerveuses qui alimentaient cette masse osseuse nous indiquent que cet animal grandissait rapidement et se métamorphosait au cours de sa vie. En grandissant vite au cours de leurs premières années, comme les êtres humains, les dinosaures ont atteint des tailles sans précédent. Surplombant le monde, ces redoutables lézards ont régné en maîtres. Mais leur gigantesque corpulence s'est avérée être un désavantage. Leur domination planétaire a brutalement cessé. Il y a 65 millions d'années, un énorme astéroïde a percuté la Terre. Le cataclysme a causé la disparition de plus de la moitié des espèces animales et de la quasi-totalité des grands animaux. Dans l'ombre des dinosaures, sont alors apparues de petites créatures à pelage. Les mammifères. Et ils ont hérité de la Terre. La disparition des dinosaures, redoutables prédateurs, va constituer une formidable opportunité pour les mammifères. Ces animaux vont se répandre à travers le monde. Leur corps s'adaptant rapidement, ils savent exploiter pleinement la chance qui s'offre à eux. Aujourd'hui, les mammifères sont les plus grands animaux et les plus forts de la planète. Mais cette puissance a un prix. Les mammifères à sang chaud, dont nous faisons partie, ont un métabolisme qu'il faut sans cesse alimenter. La voracité des mammifères a remplacé celle des dinosaures. Notre besoin permanent de nourriture a façonné nos corps et nos cerveaux. Nous sommes progressivement devenus les animaux les plus intelligents, nous adaptant parfaitement à la vie sur Terre. Les éléphants se déplacent lentement. Mais ce sont des créatures complexes et excessivement sociales. Ce sont des tétrapodes, dotés d'un membre supplémentaire très utile. Par moments, leur trompe fonctionne presque comme nos bras et nos mains. Lorsqu'ils voyagent, c'est par familles entières, et les femelles plus âgées mènent la marche. Comme les humains, les éléphants nouent des liens durables au sein de leur famille. Le troupeau migre sur de longues distances à la recherche de nourriture. Les mères dominantes gardent en mémoire les meilleurs points d'eau et les meilleures prairies. Comme chez la plupart des grands mammifères, la durée de gestation est longue. Et les jeunes restent vulnérables longtemps après la naissance. Le sevrage n'intervient qu'au bout d'1 an. À la différence de beaucoup d'autres espèces, les éléphantaux dépendent du lait et de l'amour maternel. Chaque jeune bénéficie de la protection collégiale du troupeau. Cela lui donne le temps de s'aguerrir et aussi d'apprendre à se comporter en adulte. Au cours d'une enfance prolongée, similaire à la nôtre, l'éléphanteau dispose de nombreuses années pour s'amuser. Être un jeune mammifère est un état relativement privilégié.
Le jeu est un élément déterminant de la réussite des mammifères. Nous apprenons à maîtriser notre corps en imitant les adultes. Ce jeu a pour but de fortifier l'organisme, mais aussi de nous faire comprendre ce que notre corps est en mesure d'accomplir ou de ne pas accomplir. C'est en nous amusant que nous apprenons à nous entendre. Et c'est une bonne idée de jouer à l'adulte avant que ça ne devienne une réalité. À un moment donné de l'histoire des espèces, un groupe de mammifères se réfugie dans les arbres. Ce nouvel environnement va avoir un impact profond sur le cours de l'évolution. L'acuité visuelle nécessaire pour se nourrir ou simplement pour évoluer dans un univers tridimensionnel va contribuer à accroître la puissance cérébrale de ce mammifère. Comme il vit au perché, les mains de ce spécimen, ébauche des nôtres, deviennent des outils essentiels grâce auxquels il peut saisir ou arracher sa nourriture. Notre plus proche parent animal vit encore dans des forêts reculées. Et notre parenté avec un groupe de primates est plus forte qu'avec n'importe quelle autre créature terrestre. Ils se comportent comme nous et ils nous ressemblent. Nous percevons chez eux un fort lien social. Une intelligence certaine. L'ébauche d'une conscience. Instinctivement, ils nous attirent. Ce sont les grands singes. Ils sont devenus des créatures réfléchies et sensibles. Ils élèvent leur propre espèce et transmettent leurs connaissances. Nous avons accompli un voyage épique à leur côté. Notre longue histoire commune ne diverge que depuis les derniers temps de l'évolution. Comme nous, ils apprennent, imitent et se souviennent. Nous avons tant de points communs, mais nos différences sont si profondes. Toda la vida estaba en el mar, pero había muy poquita vida. Entonces era el mar grandísimo y azul. Nos cerveaux d'humains nous permettent de communiquer et d'écrire ce que nous avons appris afin de transmettre nos connaissances d'une génération à l'autre. Gran diversidad de animales y de plantas. Bueno, resulta entonces es un muchacho que salió para la tierra. Notre intelligence nous distingue des autres animaux sur Terre. Terminó la historia, ¿ok? Nous sommes les seuls à chercher un sens à la vie et à nous poser les grandes questions. D'où venons-nous ? Et comment sommes-nous arrivés ? Nous avons inventé d'incroyables outils pour nous permettre de nous rapprocher de la vérité. Lequel je prends, Martin? Le plus grand? Tu préfères le rose, non? Oui, j'aime sa couleur. Nous utilisons toutes nos connaissances et notre savoir-faire pour essayer d'entrevoir un fragment de la grande fresque de la vie. Nous sommes les seuls à effectuer les recherches. Ce faisant, nous avons appris à apprécier la réussite des autres espèces. En reconstituant le puzzle de la fabrique de la vie, nous avons su découvrir une histoire fascinante. Une histoire qui a débuté il y a bien longtemps.
Aujourd'hui, tout ce qui se déplace sur notre planète a connu en son temps d'humbles débuts dans les océans. Certains traits sont communs à tous les organismes vivants. En détaillant les changements intervenus chez les espèces animales et en étudiant nos similarités, on peut obtenir un cliché intéressant de l'histoire de la vie. Nous partageons nos modestes origines avec tous les animaux, du plus étrange au plus commun. Au cours des centaines de millions d'années écoulées, nos programmations génétiques nous ont conduits à emprunter des chemins différents. Mais nous ne sommes pas les uniques survivants du périple de l'évolution. J'ai toujours été émerveillée par la diversité animale et végétale et par les astuces dont cette diversité fait preuve. Je suis époustouflée par la variété des formes que peut prendre la vie animale. Ça défie vraiment l'imagination. Je crois qu'il faut garder à l'esprit que chaque chose vivante représente une incroyable prouesse, parce que sa remarquable adaptation à la vie sur notre planète fait qu'elle perdure encore aujourd'hui. Comme l'a écrit l'éminent biologiste Edward Wilson, l'humanité est fière. Non pas parce que nous nous situons au-dessus de toutes les autres créatures vivantes, mais parce que la connaissance approfondie de leur existence élève le concept même de la vie.